Bientôt une ambassade du Mali au Rwanda. La question a été évoquée au cours de la rencontre entre les présidents maliens et rwandais. Ibrahim Boubacar Keïta et Paul Kagame ont surtout parlé du renforcement de la coopération bilatérale. La First Lady américaine honore une fois de plus le Mali à l'occasion du sommet mondial des femmes. Notre jeune compatriote Nénéchi a réalisé une interview exclusive avec Michelle Obama. La jeune malienne a été choisie par la First Lady pour son parcours et son expérience. Présentation de Nénéchi dans ce journal avec Salif Sanogo. Nous sommes mardi 8 avril. Bonsoir et bienvenue à ce journal. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a regagné Bamako cet après-midi en provenance de Kigali au Rwanda. Le chef de l'État a pris part à la commémoration des 20 ans du génocide rwandais. Au cours de ce voyage, le président de la République et son homologue rwandais, Paul Kagame, ont parlé de la coopération entre le Mali et le Rwanda. Le président de la République a été accueilli à l'aéroport international de Bamako-Sénou par le Premier ministre Moussa Mara et certains membres du gouvernement. C'était cet après-midi à l'aéroport international de Bamako-Sénou. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, qui a donc regagné Bamako en provenance de Kigali au Rwanda. Il a été accueilli par certains membres du gouvernement. C'était cet après-midi à l'aéroport de Bamako-Sénou. Le président de la République qui revenait du Rwanda. Avant de regagner Bamako, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a eu ce matin un entretien avec son homologue rwandais, Paul Kagame. Les deux chefs d'État ont parlé du renforcement de la coopération bilatérale existante entre nos deux pays. Nos envoyés spéciaux sont Bourama Traoré et Abdul Salam Bambara. Plus qu'une simple rencontre entre homologues, Ibrahim Boubacar Keïta du Mali et Paul Kagame du Rwanda décident d'écrire une nouvelle page de la coopération bilatérale. Une volonté politique des deux chefs d'État qui vise à assurer le bien-être des peuples rwandais et maliens. Et dans les tout prochains jours, des actes seront posés dans ce sens. Nous allons approfondir aussi les relations entre les deux pays. Et nous avons convenu donc très prochainement de l'échange d'ambassadeurs. Mon frère souhaite qu'on aille beaucoup plus loin et qu'on se rapproche davantage. Cette rencontre entre le président Ibrahim Boubacar Keïta et son homologue rwandais se tient en marge de la commémoration du 20e anniversaire du génocide de 1994. Le chef de l'État est venu porter le message de solidarité et de compassion du Mali au peuple rwandais. Toujours au Rwanda, suite de la commémoration du 20e anniversaire du génocide, veillée funèbre au stade de Kigali, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, qui prenait part à la cérémonie, estime que le génocide au Rwanda est une leçon pour l'humanité. Nous l'écoutons au micro de nos envoyés spéciaux, Bourama Traoré, Abdul Salam Bambara. D'abord, c'est une chose absolument inimaginable que après ce qu'on a connu lors de la dernière tragédie mondiale, que l'on puisse assister encore à un génocide alors que le monde s'est organisé de manière à éviter ce genre de situation de massacre de population à une telle échelle. Et pourtant, il y a eu ce génocide. Mais le secrétaire général Ban Ki-moon a eu les mots qu'il fallait. Et on pouvait et on devait. Et je crois que le Rwanda sera désormais une leçon, mais également une tâche sur la conscience des hommes. Et cela nous incite à savoir prévenir avant que. Et je voudrais en profiter pour dire également que nous avons tous assisté hier à une chose remarquable. 20 ans après, on a vu un peuple debout, organisé, sous la direction d'un dirigeant remarquable. Un peuple qui a repris confiance en lui-même. Et ça, n'a pas de prix. Quand un peuple a confiance en soi, quand un peuple sait où il va, quand un peuple a confiance en son dirigeant, ce peuple peut soulever les montagnes. On a vu ça hier. C'est une leçon fabuleuse.
une leçon de dignité, d'honneur et de rectitude pour tout dirigeant africain digne de ce nom. À marge des activités commémoratives du génocide, nos envoyés spéciaux s'y sont également intéressés à la vie, sinon dirais-je, à l'environnement des Rwandais. S'il y a une chose qui frappe le visiteur en arrivant dans ce pays, c'est bien la propriété de la ville. Pas de déchets qui traînent dans les rues, les caniveaux sont régulièrement curés. Bref, l'environnement est sain. De quoi séduire le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, pour qui la salubrité est une question d'auto-éducation. Suivons ce carnet de voyage de nos envoyés spéciaux à Kigali, Bourama Traoré et Abdul Salam Bambara. Kigali est-elle le miroir des capitales africaines? Celui qui arrive pour la première fois dans la capitale rwandaise répond à l'affirmatif sans détour et sans hésitation. Dès qu'on sort de l'aéroport international de Kigali, on est frappé par la propriété de la ville. Les avenues et boulevards entre eux, des arbustes au feuillage majestueux, émerveillés par leur beauté. On se demande comment les populations font pour rendre leur capitale d'une beauté saine, sans ordures dans les rues, pas de poussière. Une ville propre à lécher comme une vitre. Et ça, tout cela fait partie de la confiance en soi, de ce que l'on s'assigne comme devoir pour soi et pour les autres. Quand on a un souci de son peuple, on songe également à son environnement et à l'hygiène. Et ici, il y a l'autodiscipline. Si vous jetez un papier, c'est un citoyen comme vous qui va le ramasser en vous faisant la leçon. Il faut donc que les gens comprennent que quand on s'impose certaines rigueurs, ce n'est pas seulement pour soi, c'est pour l'ensemble. Un autre fait qui impressionne, celui du système de bitumage des avenues. Il a été fait avec art et professionnalisme. On se demande si tous les ingénieurs en pont et chaussée ont vraiment étudié dans les mêmes écoles. Les Rwandais sont naturellement fiers de leur capitale. Et aujourd'hui, l'espérance de vie ici a bondi de façon prodigieuse par rapport à tous les pays alentours. Et les différents standards qui déterminent le niveau de développement d'un pays, ici, sont tous au vert. C'est là donc un exemple fabuleux, encourageant. Ce qui est intéressant de noter, c'est que le Rwanda est l'un des pays les moins nantis de la planète. Le niveau d'éducation de la population rwandaise est jugé faible. Tout cela pour montrer que la propriété et la salubrité ne sont pas forcément et uniquement l'apanage des pays aux villes riches ou encore des personnes éduquées. C'est dire tout simplement qu'il suffit de vouloir vivre dans un environnement sain et propre pour y arriver. Un bel exemple de propriété qui doit inspirer la capitale des Trois Caïmans. Merci Bourama Traoré. Signalons également que le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a eu un déjeuner de travail à Kigali avec l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique auprès des Nations Unies. Avec Samantha Power, il a été surtout question des actions en cours menées au Mali pour une rapide sortie de crise. La diplomate américaine a réitéré le soutien de son pays au Mali dans la recherche de solutions idoines à la crise du Nord. Elle a un déjeuner de travail à Kigali avec l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique auprès des Nations Unies. Avec Samantha Power, il a été question des actions en cours menées au Mali. Ici au Mali, place de la République, hier c'était l'ouverture de la première session ordinaire de la 5e législature. Les élus de la nation au cours de cette session vont examiner une vingtaine de projets de loi, dont celui relatif à la lutte contre la corruption et la délinquance financière. Mamari Kone nous en parle. Cette session, à en croire le président de l'Assemblée nationale, marque une étape importante dans le processus de normalisation de la vie politique de notre pays. On peut dire sans risque de se tromper que notre pays vient de loin et nous sommes en train de sortir de cette crise grâce à l'accompagnement de l'ensemble des frères africains et de la communauté internationale. Je voudrais tout particulièrement saluer l'appui et la solidarité des pays de la CEDEAO, de l'Union africaine et des Nations unies qui ont permis au Mali de faire face à la plus grande crise de son histoire moderne. Au cours de cette première session ordinaire, les élus de la nation examineront une vingtaine de projets de loi proposés par le gouvernement, dont la loi sur la lutte contre la corruption et la délinquance financière. Son adoption contribuera, j'en suis sûr, à restaurer la confiance entre le peuple et le gouvernement et entre les gouvernants et les partenaires techniques et financiers.
Les invités d'honneur à cette session sont les présidents des assemblées nationales du Bénin et du Burkina Faso. Ces derniers ont focalisé leurs interventions sur l'importance du rôle des élus dans la vie de la nation. Pour le président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso, les sessions du Parlement sont d'excellentes occasions de discuter publiquement toutes les questions d'intérêt national. Les parlementaires doivent, dans ce contexte, jouer un rôle de premier ordre en tant que leader d'opinion, en étant à la hauteur des missions constitutionnelles de législation et de contrôle de l'action gouvernementale. Le président de l'Assemblée nationale du Bénin va plus loin en affirmant que le drame de l'Afrique contemporaine réside principalement dans la difficulté d'adaptation au concept et aux principes de la démocratie. À cette difficulté d'adaptation se greffe selon lui l'égoïsme et la cupidité de certains acteurs politiques. Je n'exclus pas l'action pernicieuse des puissances d'argent qui ne favorise pas souvent le développement harmonieux et continu de l'Afrique. C'est tout cela, caractérisé généralement par des contradictions d'intérêts individuels ou de groupes, qui expliquent, à mon sens, l'éclatement et la persistance des conflits armés, ça et là, sur notre continent. Le président de l'Assemblée nationale a exprimé la disponibilité du Parlement à accompagner le nouveau Premier ministre Moussa Mara. Il a également informé les élus de la nation de l'organisation par notre pays courant 2015 de la prochaine session des assises de l'Union des parlements de l'organisation de la conférence islamique. Une minute de silence a été observée en la mémoire de Nog Ag Achia, ancien député à l'Assemblée nationale qui vient de nous quitter. Les présidents des assemblées nationales du Bénin et du Burkina Faso, vous le savez, sont les invités de marque de cette première session ordinaire. Comme il est de coutume chez nous, le président de l'Assemblée nationale a fait montre de son djatiguia en offrant une soirée dînatoire à ses hôtes. Diplomatie parlementaire, solidarité sous-régionale, ce sont là quelques sujets évoqués au cours de la soirée à laquelle a assisté Alpha Maïga, son reportage. Sous ce toit, ce sont les parlementaires du Bénin, du Burkina Faso et du Mali qui se retrouvent une soirée dînatoire offerte par le président de l'Assemblée nationale du Mali à ses hôtes. La diplomatie parlementaire, la solidarité sous-régionale ont été longuement évoquées. Votre présence parmi nous témoigne de tout l'intérêt que vous accordez à la diplomatie parlementaire, mais aussi à la solidarité sous-régionale. Et je reste convaincu que les actions futures contribueront à renforcer ces deux axes suscités pour le bonheur de nos peuples respectifs. Cette crise malienne nous a montré qu'en Afrique, si l'on voulait, on pouvait. Et on a voulu, on a pu, pour combattre le mal par le bien, pour combattre le mal par l'effort. Le président de l'Assemblée nationale du Mali a saisi l'occasion pour remettre des cadeaux à ses hôtes. Témoignage de l'hospitalité malienne. Un mot de santé communiqué sur la situation de l'épidémie de fièvre hémorragique à virus d'Ebola. Le gouvernement du Mali porte à la connaissance du public à ce jour, mardi 8 avril 2014. Le Mali ne déclare aucun cas confirmé de fièvre hémorragique à virus Ebola. En attestent les résultats des prélèvements analysés par le laboratoire CDC d'Atlanta, parvenu hier au département de la santé et de l'hygiène publique. Sur la base de ces résultats, 2 des 3 cas suspects ont été déclarés non porteurs de virus Ebola. Les résultats des analyses du 3e cas suspect sont en examen. À ce jour, toutes les personnes mises en observation se portent mieux et ceux dont les résultats sont confirmés négatifs devront être très prochainement libérés. Le gouvernement rappelle à l'opinion que les mesures de vigilance demeurent tout de même renforcées sur le terrain en vue d'éviter l'introduction et la propagation de l'épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola sur le territoire malien. Le gouvernement
rassure l'opinion nationale qu'elle sera tenue informée de l'évolution de la situation. Le gouvernement rappelle qu'il faut éviter les déplacements non nécessaires vers les zones d'épidémie. Il lance un appel également au personnel de santé à respecter et à faire respecter scrupuleusement les mesures d'hygiène et de protection individuelles indispensables à la prévention de la maladie. Et toujours dans le même registre, la réunion interministérielle permanente de gestion des épidémies s'est tenue cet après-midi sur le virus Ebola. Ce virus, je vous rappelle, a été détecté chez notre voisin guinéen. Les résultats des analyses faites sur les cas suspects de fièvre Ebola, c'est le sujet principal de la réunion. Pour plus d'informations, écoutons le professeur Sambasso. Il est au micro de Rachel Tessoudé. Et je pense que c'est une bonne nouvelle pour l'ensemble du Mali, c'est que ces 2 premiers cas sont entièrement négatifs. Ils ne portent pas de virus, aucun des virus contre les fièvres hémorragiques qu'on a observées. Notamment, ils ne portent pas d'Ebola, ni de Marburg, ni de Lassa. Le symptôme essentiel de la fièvre hémorragique à Ebola, c'est vraiment la fièvre. Et en plus de la fièvre, il y a donc les symptômes liés à l'hémorragie, donc les saignements, et donc l'arthralgie, et donc les douleurs abdominales, douleurs thoraciques, et donc la fatigue, l'anorexie, etc. Une fois qu'on a fait la suspicion clinique des cas, donc on procède immédiatement à l'isolement des cas. L'isolement des cas, on a mis en place des sites dits d'isolement. C'est des sites spécialement conçus pour ça, notamment en milieu rural, sur toute la bande frontalière dans le district sanitaire de Kangaba et à Kouré-Malé, et également certains villages vers Narena. Dans toutes ces localités-là, on a identifié à peu près 5 sites dans cette zone, et on identifiera encore d'autres sites dans la zone de Sélégué. Et à Bamako, on a 3 sites. La mesure de prévention, c'est l'hygiène, l'eau et le savon. L'eau de Javel, l'eau et le savon. Qu'on multiplie les lavages des mains. Aujourd'hui, j'entends souvent des rumeurs qui disent que dès que le virus vous attrape, c'est fini, vous allez mourir. Le taux de mortalité avec ce virus, la létalité, elle n'est pas à 100%. En Guinée, ils sont entre 60 et 65% des cas qui meurent. Donc, on peut bel et bien guérir de cela. Cela dépend du système immunitaire du cas. Cela dépend aussi du délai de détection. Si vous avez été détecté tôt et pris en charge tôt avec les traitements symptomatiques, donc vous avez été assez bien managé très tôt, donc il y a de fortes chances que guérison soit faite et que vous rentrez à la maison sans aucun problème. Mais si vous êtes resté tard justement en voulant trop cacher, la maladie peut s'aggraver et c'est un virus qui atteint plusieurs organes important à la fois de l'organisme. Moi, je conseille aujourd'hui que vraiment s'il y a des signes, en tout cas qui sont évocateurs, il serait important de visiter le centre de santé le plus proche et afin qu'on puisse éliminer les affections simples. Et si, malgré le traitement des affections simples courantes, ces signes persistent, ça veut dire donc qu'il faut vraiment faire une référence en vue de procéder à une investigation prononcée. La première vice-présidente du RPM, Mme Keita Rokian-Toudjaï, informe que le Premier ministre Moussa Mara a été reçu au siège du RPM ce mardi 8 avril 2014. Le Premier ministre a remercié les membres du Bureau politique national pour l'accueil qui lui a été réservé. Il a rappelé que le RPM constitue le socle de la majorité présidentielle, raison pour laquelle il consacre sa première visite aux 10 partis. La première vice-présidente a salué l'initiative du Premier ministre et lui a affirmé le soutien total du parti RPM. Elle a vivement souhaité que ces rencontres de concertation se multiplient et se renforcent entre le gouvernement et le parti majoritaire pour le bonheur du Mali. L'actualité politique toujours, c'est la déclaration faite ce matin par le regroupement IBK Mali 2012. Le regroupement réaffirme son soutien indéfectible au président de la République Ibrahim Boubacar Keïta dans son combat pour le développement harmonieux du Mali. Amadou Soulalé est le porte-parole du regroupement et il est au micro de Garibou Pérou. Déclaration. Considérant que l'élection présidentielle des 28 juillet et 11 août 2013
a consacré l'éclatante victoire du peuple malien et de sa démocratie sur la barbarie et l'obscurantisme qui voulaient enterrer ce pays et sa civilisation. Considérant les grandes avancées obtenues au plan économique, social et culturel en un semestre d'exercice malgré les embûches de toutes parts, considérant les multiples agressions tant au plan national qu'international, qui n'ont pour seul objectif que de distraire les forces de progrès et retarder ainsi la marche inéluctable de notre peuple vers le développement et la paix. Nous, IBK Mali 2012, ainsi que tous nos alliés du Mali profond et de la diaspora, saluons la maturité du peuple malien et sa détermination à accompagner son président pour la réalisation de son programme en bonne intelligence avec les forces de progrès. Et réaffirmons le soutien indéfectible des forces du changement au président de la République, El Hadj Ibrahim Boubacar Keïta, dans son combat pour la libération du Mali et pour son développement harmonieux. Félicitons par ailleurs le camarade Moussa Mara pour la confiance que le président de la République vient de placer en lui pour conduire l'action gouvernementale et lui assurons notre accompagnement. Vive le Mali dans une Afrique unie, que Dieu bénisse le Mali pour la conférence des présidents. Et toujours par rapport à la nomination de Moussa Mara comme Premier ministre, nous avons des messages de félicitations. Le Congrès national d'initiative démocratique SNID Faso Iriwaton, le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, le Conseil national des ordres professionnels du Mali, la Ligue des élèves et étudiants du Mali, l'Amicale des femmes de Sikasso, félicite tous Moussa Mara pour sa nomination à la tête du gouvernement par le président de la République. Tous souhaitent une pleine réussite de ses missions. Et cet autre communiqué du SNID Faso Iriwaton, le SNID condamne avec la dernière énergie l'attaque lâche et barbare du domicile de l'ex-président de la République, son Excellence Alpha Oumar Konaré. À Yuwaru, en 5e région, tenue d'une conférence des cadres RPM du 10 cercle, animée par l'honorable Diallo Aïssata Touré, député élu à Yuwaru, cet exercice citoyen portait sur la concorde, la réconciliation, la paix et le changement du pays. Jules Sambou Sissoko, correspondance. Sécurité, entente, paix, réconciliation, changement et développement. Il en a beaucoup été question lors de cette conférence des cadres élargie à toutes les sensibilités de Yuwaru, au cœur de la zone inondée en région de Mopti. Conférence animée par l'honorable Diallo Aïssata Touré, la première femme élue députée à Yuwaru sous les couleurs du parti RPM. Le contact avec la base est très important. Connaître les problèmes de la population, du peuple, permettre de mieux travailler, de les traduire au niveau de l'hémicycle. Je pense que j'ai été élue pour ça. En termes de priorité, on a le désenclavement. On a également la sécurité. Comme on a parlé du changement, on travaille dans le sens du changement et en intégrant dans de nouvelles méthodes. Et ces nouvelles méthodes-là veulent qu'on prenne les problèmes réels pour essayer de trouver des solutions réelles. Le premier message fort que j'ai eu à lancer, c'est vraiment le message de paix, de réconciliation. Ici, les différentes sensibilités ont bien apprécié cette démarche citoyenne et républicaine. C'est une première. Yuwaru, depuis longtemps, souhaitait une telle approche. Connaître les problèmes de la population, voir ce qu'il faut pour vraiment améliorer les conditions de vie de ces populations. C'est son rôle de pouvoir approcher les partenaires, le gouvernement. En marge de cet exercice démocratique, un programme artistique, culturel et sportif copié a également meublé cette visite dans une atmosphère conviviale et bon enfant à Yuwaru. Partons à présent à Tombouctou. Il est désormais institué un cadre de concertation entre les Burkinabés de la MINUSMA et les populations civiles de la cité des 333. Une rencontre avec les chefs de quartier pour poser les jalons de ce partenariat a eu lieu et c'est Adama Djimde qui nous en parle. Le deuxième contingent du bataillon Badéan 2 du Burkina Faso, au compte de la MINUSMA, comprend près de 800 éléments. Ces derniers se proposent de créer et de maintenir un cadre formel de concertation avec la population de Tombouctou.
D'où cette rencontre avec les notables et les chefs des 8 quartiers initiés par le commandement militaire du Faso à Tombouctou. Il était nécessaire pour nous de rencontrer tous les responsables de la localité. Ensuite, vous savez que les chefs de quartier sont des leaders d'opinion de proximité. Et afin de pouvoir faire mieux passer le message de notre mission ici et afin également de pouvoir recueillir les sollicitations et les besoins des populations, il était indispensable qu'on puisse rencontrer ces responsables qui sont des leaders de proximité. Badea 1 était là, ils ont réellement fait le travail pour lequel ils sont venus. Et nous sommes sûrs que Badea, dès qu'il est revenu, fera encore mieux dans le cadre de la sécurité. Et nous sommes en train de le constater parce que nous les voyons. Ces genres d'espaces ne pourront que renforcer la collaboration entre l'aménagement et les populations civiles. Et ce communiqué du ministère de l'administration territoriale, compte tenu du retard accusé dans l'acquisition des vignettes 2014 des engins à deux roues et 3 roues par le fournisseur, le maire du district informe la population de Bamako que la vente des dites vignettes est prolongée jusqu'au 30 avril 2014 au tarif normal. Elles sont disponibles dans les locaux de la mairie du district et ceux des 6 communes de Bamako. Passé ce délai, la pénalité de 100% sera appliquée et le maire du district compte sur la bonne compréhension de tous. Autre grand titre de ce journal, le Mali à l'honneur encore une fois à la Maison-Blanche. Après notre compatriote Fadimata Touré, c'est une autre femme que la First Lady américaine honore. Nénessi, elle s'appelle, cette Malienne de 18 ans vivant avec ses parents à New York, vient de réaliser une interview exclusive avec Michelle Obama à la Maison-Blanche à l'occasion du sommet mondial des femmes. Du fait de son parcours et de son expérience, elle a été choisie personnellement par Michelle Obama pour réaliser cet exploit, nous précise Salif Sanogo depuis les États-Unis. 2 semaines seulement après avoir célébré ses 18 ans, Nénessi vient de vivre un véritable conte de fées. Elle a eu droit à un privilège qui ferait pâlir de jalousie les plus grands journalistes américains. En effet, dans un salon officiel de la Maison-Blanche, elle a réalisé l'interview de Michelle Obama. Marquée par l'histoire de cette jeune Malienne qui a perdu ses 2 sœurs jumelles quand elle n'avait que 11 ans, la First Lady a porté son choix sur elle pour l'interviewer dans le cadre du Women to the World Summit. Élève au Young Women Leadership School de New York, Nénessi va faire des études de médecine au Gettysburg College en Pennsylvanie. Des études qui seront entièrement prises en charge. Michelle Obama a souhaité que des milliers de jeunes filles à travers le monde puissent s'inspirer de l'exemple et du parcours de Nénessi, la Malienne de Harlem. Courage et bonne continuation à toi, Nénessi. La holding Ben & Co vient de dépêcher ce dimanche une mission de bienfaisance à Mopti et à San. Dans ces 2 localités, elle a offert des lits d'hospitalisation équipés destinés aux pensionnaires de l'hôpital Sominé Dolo et du centre de santé de référence de San. Le commentaire de Ibrahima Djombe. Générer du profit, le maintenir dans le pays pour mieux le partager, voilà la démarche cultivée par la Ben & Co Holding qui élargit ses œuvres de bienfaisance à l'intérieur du pays. Et pour la présente action citoyenne, 2 bénéficiaires. Le premier, l'hôpital régional Sominé Dolo de Mopti qui a reçu 20 lits équipés. Du matériel gracieusement offert qui ne va certes pas combler tous les déficits, mais qui renforcera tout de même les capacités d'hospitalisation sur place. Je ne peux que me réjouir de ces gestes, comme je disais, patriotiques, hautement humanitaires, qui va renforcer les structures de santé de la région de Mopti. Après Mopti, la mission humanitaire Ben & Co était à 100 avec encore un lot de 20 lits pour le centre de santé de référence de la ville. Ici, les responsables présents à la réception du don, après avoir énuméré les difficultés auxquelles le centre est confronté, ont magnifié cette action qui arrive au bon moment. Car, disent-ils, la structure connaît de réels problèmes quant au séjour des patients qui doivent être alités pour des soins et surveillance médicale prolongée. Ce don nous va droit au cœur, parce que le problème de lit et de matelas, c'est un besoin réel qui est là. Donc, nous remercions beaucoup
la société Benenco. Plus qu'un geste humanitaire, la Benenco inscrit cette action dans le contexte plus général du processus d'accompagnement des structures sanitaires dans le renforcement de leur capacité d'hospitalisation des usagers. Le partage est une valeur, est un comportement qui s'incruste dans nos mœurs au Mali. Le social fait partie désormais des activités de la Benenco. Après Mopti et San, d'autres hôpitaux, d'autres centres de santé dans d'autres localités du pays bénéficieront de ce même geste de la holding Benenco dans les jours à venir. Sécurité des personnes et de leurs biens, 5 individus spécialisés dans l'obtention des visas et l'usurpation de cachets ont été arrêtés hier à Boulkassoumbougou par le service d'investigation judiciaire de la gendarmerie nationale. Ramata Kounate pour plus de détails. Des groupes de bandits se sont spécialisés en matière d'obtention de visas. L'un de ce réseau, composé de 2 Ivoiriens et 3 Maliens, vient d'être démantelé. À Boulkassoumbougou, leur lieu de regroupement, un important lot de documents et de matériel a été découvert. L'équipe en question a eu quand même à retrouver sur le lieu des passeports maliens, une 50aine de cartes d'identité, des imprimantes, divers matériels informatiques. À ce lot s'ajoute une dizaine de cachets confectionnés au nom de différentes autorités maliennes et étrangères. Ces bandits de grand chemin ont été arrêtés suite à des plaintes. Nous avons reçu plusieurs plaintes dans ce sens. Il y a cela 5 à 6 mois de différentes banques de la place. Nous soulignons qu'il y a un réseau de faussaires qui mettaient tout en œuvre pour avoir le relevé de compte bancaire des différents détenteurs de comptes dans les différentes banques et afin de faire une demande de visa. Donc, n'étant pas domiciliaire de la banque, par exemple, la BCI, qui a été le premier plaignant, a été appelée par l'ambassade de France par rapport à différentes demandes de dossiers de visa, alors que ces demandeurs n'étaient pas domiciliés à la BCI. Et donc, suite à cette plainte, nous avons procédé à des investigations afin de rechercher et appréhender les auteurs. Ces plaintes ont donc eu une suite favorable, puisque les frères ivoiriens Mouri et Bakari et les 3 Maliens, Lamine, Modibo et Mamadou, leurs chefs, sont désormais hors d'état de nuire. Dans le même registre, vous vous rappelez sûrement de l'attaque par des bandits armés le 18 mars 2013 des forêts en Dougoukoura, cercle de Tenenkou et Léré dans la localité de Niafouké. 20 forêts ont trouvé la mort au cours de ces affrontements. Une association dénommée Collectif Justice pour les victimes de Dougoukoura est créée suite à ce massacre. Le collectif a procédé au lancement de ses activités ce dimanche au CICB. Ses responsables entendent œuvrer auprès des autorités pour que justice soit faite. Aussi, ce collectif compte apporter sa contribution au processus de réconciliation enclenché dans notre pays. Sur un tout autre plan, tenue de la 2e session ordinaire du Conseil d'administration de l'Académie des langues, les administrateurs vont présenter le rapport d'activité 2013 et le rapport financier 2013 et du budget prévisionnel 2014. Garibou Pérou, compte rendu. Intensifier la confection, la traduction et l'élaboration des documents officiels et des lexiques spécialisés en langue nationale, c'est le défi que l'Académie des langues compte relever en 2014. L'engagement est pris au cours de cette 2e session. La promotion des langues nationales pour le nouvel établissement public à caractère scientifique et technologique est une question vitale pour le développement de notre pays. Plusieurs activités ont été menées. Validation des documents de grammaire de référence des langues nationales, élaboration de lexiques spécialisés en administration politique et justice, confection des cartes linguistiques communales des régions de Caille et de Koulikoro, recueil et récits de traditions orales dans les cercles de Badjangara, Sikasso et Ségou, dont les transcriptions sont en cours. En matière de renforcement des capacités des chercheurs, il y a eu la formation en traductique, la formation aux techniques de stockage des données informatiques. L'apprentissage de nos langues nationales comme langue seconde par des communautés non locutrices natives de celles-ci contribue également à renforcer la cohabitation pacifique et la convivialité entre les différentes composantes de notre nation. De par votre engagement pour la cause des langues nationales,
Je demeure convaincu que cette session aboutira à des recommandations pertinentes qui nous permettront d'avancer de façon significative dans la mise en œuvre de notre politique de promotion des langues nationales. Notre pays qui cherche les voies appropriées de sortie de crise, les langues se présentent comme des moins efficaces dans le processus de la réconciliation nationale. Ces conseils marquent l'aboutissement de la politique nationale de promotion des langues. Les administrateurs vont, à l'issue de la session, mettre en place le conseil scientifique et le quitus des critères de recrutement des académiciens. Et en parlant d'éducation, notez ce rendez-vous sur l'ERTM à suivre après ce journal, le deuxième numéro du journal spécial sur la concertation nationale sur l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique avec Lamine Tchekoura Koulibaly. Du sport dans ce journal et du football, championnat national de Ligue 1. La 13e journée a été bouclée hier au stade Mamadou Konaté. L'USFAS a été battu par les 11 créateurs de Nyarela par le score de 1-0. Une victoire qui donne espoir aux jeunes de Nyarela. Mamoutou Dante a suivi cette rencontre. Voici son reportage. L'USFAS en jaune tombe face aux 11 créateurs de Nyarela 1-0. Les militaires ont essuyé plusieurs fois devant le but adverse. Cette rencontre a démarré avec peu d'engouement, mais les joueurs de l'USFAS étaient plus engagés. Comme ici, sur une erreur défensive, Mohamed Menta loupe son tir face à Germain Berthet des 11 créateurs de Nyarela. Jusqu'à la fin de la première mi-temps, les deux formations font un jeu égal, score 0 but partout. En seconde période, malgré des changements opérés de part et d'autre, c'est jusqu'à la 90e minute que Lamine Traoré, entré en cours du jeu, débloque la situation sur penalty pour les 11 créateurs de Nyarela. Ainsi, l'équipe de Nyarela remporte les 3 points de la rencontre. On menait 3-1 le match passé à cause de coupure. Ça veut dire que je suis très confiant. Parce qu'à chaque match, j'arrive à marquer un but. C'est une fierté quand même, c'est une très bonne chose qu'une équipe marque chaque match un but. Ça veut dire qu'il peut aller, s'il veut, il peut aller. Donc on va se préparer jusqu'au... On prend match par match et on va voir ce que ça va donner. Mon équipe cette année, aujourd'hui, ils étaient sur pied, techniquement, tactiquement, ils étaient bien en place. Mais malheureusement, on a raté des occasions et puis on prend un but à la fin du match. Bon, ça fait très mal vu la préparation de la semaine. C'est pourquoi ça nous met mal à l'aise. Ce n'est pas le travail de l'entraîneur seulement, mais ça met tout en cause. Cette victoire permet aux 11 créateurs de Nyarela de quitter la 8e place pour la 5e avec 19 points. L'USFAS reste 11e avec 14 points selon le classement provisoire de la 13e journée. Le RTM est en deux. Notre collègue Ibrahim Damozo Djara, animateur-producteur à la direction de la radio rurale, nous a quittés aujourd'hui de manière brutale des suites d'un accident de la circulation ici à Bamako. Awere nyebe saraw dalina saranani ma segi amba di joma ga jonto. Né le 11 mars 1965 à Bamako, Ibrahim Damonzo Diarra est diplômé du Centre coopératif pour la formation agro-pastorale. Il a été recruté à l'ERTM en 2004 dans le corps des animateurs. Il s'est révélé à travers des émissions comme Poi Kampoi, Aniche, des émissions dédiées au monde rural. Il animait aussi des émissions destinées aux chasseurs. Ces obsèques auront lieu demain à 16h à Lafiabougou, qui son âme repose en paix. Sur ce se referme ce journal. Merci de votre fidélité à l'ERTM. Bonne suite de programme. À demain. Bonsoir.